Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, comme vous pouvez le constater, je me suis métamorphosé en moine tibétain. Ha ha ha. Et comme, et comme on parle de Tibet, on va également parler de la Chine. Alors, la crise chinoise. Je pense que j'en avais déjà parlé. Rappelez-vous, avec Evergrande, en 2021, j'en avais déjà parlé. Certaines personnes me disaient, non, mais Tammy, t'exagères, mais la Chine ne va pas s'effondrer. La Chine est plus puissante que les États-Unis, etc. Et on a vu que Evergrande a été un véritable scandale. L'immobilier représente 25% de l'économie chinoise. Et en fait, c'était catastrophique pour l'économie chinoise. Il y a eu également, bien évidemment, le C3 points de suspension. Il y a aujourd'hui le conflit, le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui la Chine est en difficulté économique. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la bourse continue de monter, comme si de rien n'était. Je parle bien évidemment des marchés américains. Et les marchés américains montent, 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 montent. Mais encore une fois, il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle. Keynes, nous, notre job, c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi les marchés montent, c'est de comprendre que les marchés montent et que, en fait, il faut pas aller contre la tendance. D'ailleurs, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais des grands vendeurs à découvert ont jeté l'éponge. Ils ont dit, on arrête. On ne vend plus à découvert, le marché ne veut que monter. Donc même les gérants de hedge funds qui vendaient les marchés à découvert commencent aujourd'hui à dire c'est plus pour moi, c'est trop dangereux et le marché est structurellement acheteur. Donc en fait, il faut bien comprendre que le marché aujourd'hui s'explique par l'offre et la demande. Il faut bien comprendre une chose. Pourquoi le marché monte? Parce que derrière, il y a de plus en plus d'investisseurs. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube qui vous expliquent il faut acheter des ETF, c'est l'avenir, la bourse ne peut que monter, etc. Donc plus il y a une demande, plus la bourse monte. C'est pas parce qu'il y a des raisons fondamentales, c'est parce qu'il y a une demande qui est largement supérieure à l'offre. Et ça permet de comprendre pourquoi David Einhorn, qui est un grand gérant de hedge fund, a dit les ETF créent une bulle, d'accord, et on est complètement déconnecté de la réalité. Mais ça, encore une fois, c'est le côté rationnel. C'est on essaie de comprendre pourquoi cette hausse est une bulle. Pourquoi, par exemple, Warren Buffett a aujourd'hui 300 milliards de dollars. Pourquoi il a autant de cash? Il n'a jamais eu autant de cash de sa vie. Ok, ça, c'est des raisons rationnelles, fondamentales. Mais derrière, la bourse monte, continue de monter. Et ça, c'est pour nous le plus important. Maintenant, à très long terme, c'est important de savoir que aujourd'hui ça monte, mais les fondamentaux sont fragiles. Rappelez-vous dans les années 1920, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1920? On a eu les Roaring Twenties. C'est-à-dire la bourse a littéralement explosé à la hausse. On a eu une hausse de fou et jusqu'au moment où on a eu à un certain moment un excès. On a eu le crack de 1929 et là, ça a été catastrophique pour l'économie américaine. Est-ce qu'on est en train de revivre la même chose? C'est-à-dire, on va avoir 10 années de hausse. On a déjà eu plus de 10 années de hausse ininterrompue. Une hausse qui va continuer jusqu'à avoir un crash. J'en sais rien. Je suis pas Madame Irma. Et ce que je sais, c'est que pour le moment, moi, Tammy Kaba, je suis acheteur, mais je ne néglige pas le côté macro, le côté fondamental à long terme. Donc, la crise chinoise pourrait provoquer une crise mondiale sans précédent. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le moteur de la croissance mondiale depuis des décennies. C'est ce que l'on appelle l'atelier du monde. Rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo sur LVMH. L'un des plus gros clients de LVMH, c'est la Chine. C'est l'Asie. 40% du chiffre d'affaires de LVMH se fait en Asie. Si l'Asie et notamment la Chine baissent, si la Chine perd de sa force, ça va avoir un impact sur les ventes de LVMH. Mais pas que. Récemment, Apple a fortement baissé en bourse et ça s'explique notamment par ses faiblesses sur le marché chinois. Donc, qu'on le veuille ou pas, la Chine a un impact sur les économies européennes, américaines, africaines. La Chine a un impact sur le monde entier. Il y a également un autre aspect qui est important, c'est structurel. La Chine est en train de vieillir et de vieillir très très vite. On a un déclin démographique, on a une crise immobilière qui est toujours là,
On a le chômage des jeunes qui est important, qui dépasse les 25%, ce qui est quand même très très important. Et on a le gouvernement qui intervient de plus en plus et qui finalement crée une situation d'anxiété au niveau de la Chine. Donc, déclin démographique. Donc, j'en ai parlé précédemment, mais déclin démographique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois en 60 ans, on a la population chinoise qui diminue. Vous imaginez? La première fois en 60 ans, la population chinoise diminue. Et selon les projections, la population pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 1 milliard en 2100. Ça veut dire, allez, 400 millions de population en moins en 70 ans. 400 millions de population en moins. Mais il y a pire, c'est que la population vieillit. D'accord? Donc, la part des personnes âgées de plus de 60 ans augmente. Elle est déjà de 20% en 2023. Mais pourquoi c'est problématique? Parce que les personnes qui sont âgées sont moins dynamiques, consomment moins, et donc ça peut peser également sur l'économie chinoise. Et ça va exercer une pression sur le système de retraite parce que la population active se réduit. Conséquence du déclin démographique, donc perte de main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire comme il y a de moins en moins de gens, on a de moins en moins de personnes prêtes à travailler. Donc, à partir de là, effectivement, la Chine ne pourra pas assurer la demande pour ses produits. La Chine, elle perd son avantage compétitif qui était on est le pays le plus peuplé au monde, on est le pays le plus compétitif, cet avantage, il est perdu. La Chine, elle perd son avantage dans la fabrication. Les coûts de production augmentent et ça va pousser certaines entreprises à délocaliser vers des pays comme le Vietnam, le Bangladesh et l'Inde. On a également la réduction de la consommation intérieure. Comme je l'ai dit précédemment, la population qui vieillit, ça veut dire également une population qui consomme moins et ça limite le potentiel de croissance qui est basé sur la demande domestique et ça va avoir également un impact sur de nombreux pays et de nombreuses entreprises. Deuxième risque, donc on a vu le premier, c'est le déclin démographique, la crise immobilière. C'est une crise immobilière sans précédent. On n'imagine pas que ce soit à Dubaï. Et d'ailleurs, moi, à un certain moment, vous savez, j'ai voulu faire all-in à Dubaï sur l'immobilier. Je voulais mettre beaucoup d'argent, mais je me suis dit, calme-toi, parce qu'on peut avoir une crise. Même à Dubaï, partout dans le monde, on peut avoir une crise. Et donc, l'idée, c'est il faut investir, il faut être agressif en matière d'investissement, mais tu peux pas mettre 100% de ton argent sur un seul pilier. C'est trop dangereux. D'accord? C'est pour ça que moi, aujourd'hui, une grosse partie, ça va être sur la bourse et sur différentes stratégies, pas que sur une stratégie. Par exemple, je vais pas mettre tout sur un ETF. Pourquoi? Parce que si on a une grave crise, et ne me dites pas que c'est impossible, j'ai pas envie d'être comme un con à me dire, j'aurais pu diversifier, non. Il fallait diversifier. D'accord? Donc, si vous avez bien sûr, si vous êtes jeune, que vous démarrez dans la vie, ok, on s'en fiche. Mais à un certain moment, quand vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas tout mettre sur un seul pilier parce qu'on va avoir des cracks terribles. Le secteur de l'immobilier représentait 25% du PIB chinois, c'est-à-dire que c'est énorme. Et aujourd'hui, des géants comme Evergrande, comme Country Garden ont été incapables de rembourser leurs dettes et ça a entraîné une onde de choc sur les marchés. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont ruinés à cause de l'immobilier en Chine. Il faut bien le comprendre. C'est pas rien. Maintenant, c'est vrai que si tu n'es pas chinois, ça ne te concerne pas. Mais beaucoup de Chinois ont été réellement secoués par cette crise chinoise. Deuxièmement, on a un effondrement de la demande. C'est-à-dire, comme il y a de moins en moins de Chinois, d'accord? Le taux de natalité qui est historiquement bas, il y a moins de demande et donc effondrement de la demande pour les logements en Chine. Et enfin, une dette colossale des promoteurs immobiliers. Ça dépassait les 5 000 milliards de yuan, c'est-à-dire 690 milliards d'euros. C'est pas rien. Donc, les chiffres clés de la crise immobilière, 26% chute des ventes, vous imaginez? En un an, les ventes ont baissé de 26%. C'est catastrophique. Les défauts de paiement.
ont été multipliés par 2. Les défauts de paiement sur la dette extérieure des promoteurs. Ils ont doublé depuis 2020. Beaucoup de promoteurs sont incapables de rembourser leurs dettes. Et enfin, là, alors là, c'est le chiffre qui choque. 65 millions d'appartements vides en Chine. Plus de 65 millions d'appartements, c'est suffisant pour loger la France entière. Et encore, parce que t'imagines, tu as 65 millions de logements, mais est-ce qu'il y a 65 millions d'appartements en France? Non. Parce que, ben voilà, il y a soit des colocations, soit des familles, soit... Imaginez ce chiffre. 65 millions de logements qui sont vides. Vides en Chine. Quelles sont les répercussions mondiales de la crise immobilière et de la crise chinoise tout court? Ben, tout d'abord, on a une baisse de la demande de matériaux, d'accord, comme l'acier, comme le ciment, comme le cuivre, qui affecte le marché des matières premières. D'ailleurs, vous voyez même que le pétrole n'est pas très dynamique. Pourquoi? Parce que les États-Unis disent, nous, on va produire, et la Chine demande moins. D'accord? Donc, le pétrole, il faut également comprendre qu'il y a aujourd'hui des dynamiques économiques en œuvre. Impact également sur les économies exportatrices, comme l'Australie, le Brésil, qui exportent du soja, des minerais, et qui subissent une diminution de leurs recettes du fait de la faible croissance chinoise. Troisième point, chômage des jeunes qui est inquiétant. Le chômage des jeunes atteint 21%, 22% en 2023. D'accord? Et le gouvernement a arrêté de publier les chiffres. Vous imaginez? Le gouvernement ne veut plus publier les chiffres. Pourquoi? Parce que, imaginez ces gens-là, ils manifestent, ils bloquent qu'on ait un renversement, parce que la Chine, voilà, c'est vraiment une économie jeune au sens économique. Hein. En 90, la Chine, c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Donc en 20 ans, 30 ans, il s'est passé des choses incroyables en Chine. Donc ça s'est développé très très vite, ça s'est modernisé très très vite, mais aujourd'hui, vous avez un taux de chômage des jeunes qui représente 22%. On a un afflux de diplômés, 11 millions de diplômés universitaires arrivent chaque année sur le marché du travail. Vous imaginez? Un sixième de la population française chaque année qui arrive sur le marché du travail. Imaginez. Imaginez. C'est terrible. Et donc, les opportunités dans les secteurs comme la technologie, la finance se réduisent en raison des restrictions gouvernementales. Conséquences sociales et économiques du chômage, tout d'abord, les jeunes aujourd'hui en Chine sont en grave difficulté. Premièrement, ils sont moins nombreux. Deuxièmement, ils doivent financer les retraites, d'accord? Et puis, ils n'ont plus envie. Et donc, on a ce que l'on appelle le mouvement des jeunes qui s'allongent en Chine. C'est-à-dire, comme ils ne veulent pas manifester, etc., ils s'allongent. C'est-à-dire, c'est une manière de montrer leur désapprobation à l'égard de ce qui se passe dans l'économie. Ils disent également, nous, c'est bon, on n'a plus envie d'être pressés comme des citrons, on n'a plus envie de bosser comme des dingues, etc. On veut vivre normalement. Et il y a un vrai mécontentement social qui menace la stabilité politique de la Chine. Et encore une fois, clairement, on parle beaucoup de bouleversements en Afrique, en Asie, etc. Mais la Chine, c'est la deuxième ou première puissance économique de la planète. Imaginez un soulèvement, etc. Ça pourrait avoir des conséquences terribles dans le monde entier. Dans le monde entier, pas qu'en Chine. Fragilité économique post-Covid. Donc tout d'abord, croissance du PIB, elle est moins forte qu'auparavant. Auparavant, c'était 6-7%. Aujourd'hui, elle n'est que de 4,4%. Ça reste des chiffres importants. Mais encore une fois, la Chine est un pays alors avancé, en voie de développement. Et il y a encore des choses à faire. Il faut bien le comprendre. Mais on est loin des 6 à 7% des décennies précédentes. Deuxièmement, déclin des exportations et des importations. En août 2023, les exportations ont baissé de 8,8% et les importations ont chuté de 7,3%. D'accord? Vous voyez donc l'impact sur ce que la Chine exporte et ce que la Chine importe. Et rappelez-vous, notre ami Donald Trump qui dit ouais, la Chine nous pose problème et il y a eu effectivement un bras de fer entre la Chine et les États-Unis ces dernières années, avec Biden également. Mais on voit bien que ça a pesé sur l'économie chinoise. Et le troisième point, baisse de la confiance des consommateurs. La consommation intérieure, c'est très important, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. La consommation intérieure, elle est très, très importante. La consommation intérieure, la baisse de confiance, parce qu'il y a une incertitude économique, tout simplement.
Alors, quel est l'impact au niveau mondial sur l'Europe, l'Afrique et les États-Unis? Pour l'Europe, les exportations sont réduites. L'Allemagne, principal partenaire commercial européen de la Chine, a vu ses exportations vers la Chine chuter de 11%. Donc c'est pas rien, d'accord? C'est pas rien. Ensuite, tension sur les chaînes d'approvisionnement. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique pourraient être perturbés en raison de la baisse de la production chinoise. Impact mondiaux sur l'Afrique. Il faut savoir que la Chine est un partenaire essentiel en Afrique. C'est également, il collabore énormément avec les pays africains. Moi, j'ai un ami qui, d'ailleurs, est en Afrique. Alors, il est indien. Et lui, il est dans l'Afrique de l'Est. Et il m'a dit, Tammy, c'est terrible ce qui se passe. Je lui dis, ah bon, à ce point? Il m'a dit, ça ressemble à 1929. Il m'a dit, l'inflation est galopante. Il y a une vraie crise économique. Je lui dis, mais pourquoi on n'en parle pas? Il me dit, bah, parce que ce n'est pas un pays européen. Il m'a dit, mais c'est grave ce qui se passe en Afrique. Et là, encore une fois, moi j'étais là, j'étais choqué parce que c'est vrai que j'ai une idée de l'Afrique qui est quand même en croissance, etc. Mais apparemment, il y a des endroits où c'est vraiment grave ce qui se passe. Lui, il est au Ghana, je pense, etc. Donc Afrique anglophone. Et il m'a dit, ça se passe pas bien. Donc la Chine, c'est le principal investisseur en infrastructure en Afrique. D'accord? Et clairement, s'il y a une grave crise en Chine, ben, la Chine va réduire ses projets en raison de la crise immobilière et de la baisse des revenus. Ensuite, ça peut également provoquer une chute du prix des matières premières, parce que s'il y a moins de demandes de la part de la Chine, ça peut peser sur les exportateurs de cuivre, à savoir la Zambie, de pétrole, l'Angola et d'autres ressources clés pourraient subir des pertes importantes. Les États-Unis. Alors bien sûr, il y a des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, notamment Taïwan, notamment les semi-conducteurs. Il y a eu beaucoup de politiques assez agressives de la part des États-Unis, Huawei, TikTok aujourd'hui, etc. Clairement, la Chine reste un partenaire des États-Unis. Il y a du business entre eux, mais il y a ces tensions. Et clairement, ces tensions, qu'est-ce qu'elles pourraient provoquer? Une inflation mondiale. C'est-à-dire que si la Chine et les États-Unis arrêtent de collaborer, les prix vont flamber aux États-Unis. Alors, je parle des prix parce que les produits seront beaucoup plus chers à produire, etc. Et aux États-Unis, si les prix flambent, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, hausse des taux d'intérêt. La dette des États-Unis est record et ça peut peser également sur l'économie américaine. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une interconnexion entre les économies. Beaucoup de gens pensent que chaque économie est autonome. Non, chaque économie dépend des autres. D'accord? Quel que soit le pays dans la planète, ben, il n'est pas autonome. D'accord? Tous les pays sont interdépendants. Il faut bien le comprendre. Donc, inflation mondiale, si jamais la crise entre ces deux superpuissances économiques s'aggrave, hausse des coûts de production en Chine et inflation des produits importés aux États-Unis. Vers un nouvel ordre économique mondial, clairement, la Chine aujourd'hui, elle est à la croisée de chemin, elle a cru fortement ces dernières années. Clairement, là, elle va commencer à passer par une période de turbulence, c'est le moins que l'on puisse dire. Peut-être que ce sera la fin de la domination de la Chine sur la production mondiale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Inde émerge. Et d'ailleurs, les Indiens sont très forts. Très forts au sens où ils ont compris qu'ils étaient une alternative à la Chine. Très forts au sens où ils se présentent comme « Ah, les Chinois sont dangereux, nous, on est vos amis ». Mais ce n'est pas les amis, c'est du business. Donc, le business, c'est de la compétition, c'est de la guerre. D'accord? Donc, nous, on est sympa, on est bien avec vous. Et ce qui explique également qu'aux États-Unis, la grande majorité des PDG de la Silicon Valley sont indiens. Et ils sont très communautaristes, les Indiens, un peu comme les Chinois, de toutes les manières, voilà. Mais les Indiens sont très, très forts. Ils vont recruter des gens. Et ce qui se passe déjà aux États-Unis. Il y a d'ailleurs eu des plaintes par rapport au visa H1B1, je pense. Et l'idée, c'est que Elon Musk a dit oui, on a besoin de ces talents, et il a raison. C'est-à-dire, tu peux pas avoir un Real Madrid, c'est que tu n'as que des Espagnols. Tu es obligé d'avoir des gens, les meilleurs joueurs du monde entier. Et c'est un peu la même chose dans le business. C'est-à-dire, si tu veux avoir les meilleurs trucs, tu dois avoir les meilleurs joueurs du monde entier, les meilleurs players du monde entier. Il n'y a pas photo. Et Elon Musk, il le dit. Il dit, OK, si on veut rester numéro un, il nous faut les meilleurs. Les meilleurs scientifiques, les meilleures têtes, les meilleurs... Et d'autres Américains ont dit, et ils ont probablement raison, ouais, mais ils ont créé leur mafia, c'est-à-dire ils vont recruter que des Indiens comme eux, etc. Ce qui fait que moi, ben, j'ai pas de job.
Donc, il y a clairement ce fight et les Indiens sont très forts et ils sont en train d'émerger. Et moi, je le vois à Dubaï, les milliardaires, c'est des Indiens, quoi. Et ils sont forts, ils bossent, les gars. Ils sont en mode communauté, ils sont en mode, voilà. Et ils sont partout. Que de l'ouvrier, du simple ouvrier, livreur, au milliardaire. D'accord? Ils sont partout. Et donc, l'Inde, clairement, est en train de prendre la main sur la Chine. D'accord? Parce que les Chinois, et ça c'est quelque chose d'intéressant, les Chinois sont beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes, beaucoup plus, alors que les Indiens sont beaucoup plus accessibles, on va parler à tout le monde, on est sympa avec tout le monde, ils sont plus commerciaux, ce sont des vrais commerciaux, quoi. Hein. Et les Indiens, moins, les Chinois, moins. Les Chinois sont plus, j'ai presque l'impression j'ai presque envie de les caractériser comme des ingénieurs, d'accord? Ils sont plus froids, plus introvertis, plus bosseurs. Et les Indiens, il y a les deux, quoi. Il y a les deux côtés. Il y a le côté business, commerce. On fait du commerce, on est des commerciaux. Et également des ingénieurs. Hein. Les Indiens également produisent énormément de génies, énormément d'ingénieurs. Donc, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et clairement, l'Inde est en train de se positionner pour devenir la prochaine puissance économique et prendre le relais de la Chine, sachant que l'Inde a également énormément de défis. Hein, il faut pas se voiler la face. Mais elle n'a pas ces défis démographiques. La population indienne reste une population jeune. Un changement d'équilibre dans la production mondiale, clairement. Hein, pourquoi? Parce que la transformation de l'économie chinoise, elle pourrait marquer la fin de sa domination sur la production mondiale. L'Inde, qui a une population beaucoup plus jeune, également une grosse population, pourrait devenir le nouvel atelier du monde. Et ça va créer une transition avec beaucoup de défis parce que comment la Chine va gérer cette transition, sachant qu'aujourd'hui, elle a déjà énormément de problèmes au niveau interne. La conclusion, je me rappelle du film Big Short. C'est un film qui est magnifique. J'adore ce film. Et dans ce film, il y a une scène où les gars, ils vont à Miami, en Floride, et ils voient des logements vides, etc. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Ça va s'effondrer. Et la bourse continue de monter. Et il y a le mec qui était trader, je pense, chez Morgan Stanley, j'ai oublié le nom, mais trop marrant. Et le mec, il disait, mais ils sont cons. Mais pourquoi la bourse continue de monter alors que derrière, fondamentalement, c'est pourri? Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a plein de problèmes, il y a plein d'emmerdes, les dettes publiques sont... Et je devrais même pas en rigoler, mais ça fait rire. C'est-à-dire, les dettes publiques sont records, la Chine est en grave difficulté, on sent que le réchauffement climatique est de plus en plus, et la bourse, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, clairement, les marchés financiers ont leur propre logique. Pour le moment, ils n'anticipent pas de baisse. Pour le moment, les opérateurs se disent, ça va continuer. L'intelligence artificielle, les entreprises sont bénéficiaires, et puis la croissance est toujours là, et les États-Unis sont clairement toujours puissantes. Maintenant, clairement, les pays sont interconnectés. Les crises économiques majeures sont souvent pas visibles au départ, mais ensuite, c'est une onde de choc qui va s'abattre très très rapidement et il faut pas ignorer ces enjeux. Maintenant, il faut pas tomber dans la psychose et la panique et moi je fais pas partie de ces gens-là, mais je fais également partie des gens qui se disent attention, d'accord? Il faut clairement aujourd'hui bien diversifier ses stratégies, ne pas avoir une stratégie focalisée sur un seul actif, ne pas être aveugle, myope, se dire oui, la Chine, elle a aucun problème, les États-Unis, non, non, non. Il y a des risques réels aujourd'hui. Une crise ne va pas nous prévenir. Quand ça va arriver très très vite et ça va avoir un impact catastrophique. Maintenant, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Le plus grand risque, c'est de se dire mon argent, je le garde bien au chaud à la banque parce que si tu as une inflation galopante comme on a eu en Turquie, ton argent ne vaudra plus rien. Donc en fait, aujourd'hui, il ne faut pas être en mode passif. Il faut être en mode agir. J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous voulez aller plus loin, on a créé une formation juste de dingue. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour se libérer financièrement,
pour travailler sur son argent, etc. Il y a le premier programme, c'est Liberté financière absolue. C'est un programme de dingue. Vous pouvez nous tester gratuitement. Et c'est un programme avec 229 heures qui vous donne énormément d'informations et qui va vous permettre véritablement de démarrer dans la liberté financière. Deuxième programme, Swing Trading Mastery. Beaucoup de succès, beaucoup de retours positifs. Et moi, pour moi, ça va être la méthodologie sur laquelle je vais travailler le plus. Et Ultimate Investor pour ceux qui ont un gros capital et qui se disent je veux investir mon argent intelligemment. Ultimate Investor. J'espère que vous avez adoré cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!